Jacques Lacan, L'éthique, 1959-1960. Leçon du 18 novembre 1959. J'ai annoncé cette année pour titre de mon séminaire L'éthique de la psychanalyse. Je ne pense pas que ce soit un sujet dont en soi le choix surprenne, encore qu'il puisse pour certains laisser ouverte la question de savoir ce que je pourrais bien mettre là-dessous. Cela n'est certes pas sans un moment d'hésitation, voire de crainte, que je me suis décidée à aborder ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce que je compte mettre sous ce titre. Je m'y suis décidée parce que, à la vérité, c'est ce qui vient dans le droit fil de ce que nous avons fait l'année dernière, si tant est que nous puissions considérer que ce que nous avons fait a reçu son plein achèvement. Néanmoins, il faut bien avancer, et je crois que ce qui se groupe sous le terme de éthique de la psychanalyse est quelque chose qui nous permettra de mettre à l'épreuve, plus que dans tout autre domaine, les catégories à travers lesquelles, dans ce que je vous enseigne, je crois vous donner l'instrument le plus propre à mettre en relief ce que l'œuvre de Freud, au premier plan l'expérience de la psychanalyse qui en découle, nous apporte de neuf sur quelque chose qui est à la fois très général et très particulier. De neuf pour autant que je crois que l'expérience de la psychanalyse est hautement significative d'un certain moment de l'homme qui est celui dans lequel nous vivons, sans pouvoir toujours, et même loin de là, repérer ce que signifie l'œuvre dans quoi nous sommes plongés, l'œuvre collective, le moment historique. Et d'autre part, cette expérience particulière qui est celle de notre travail de tous les jours, à savoir la façon dont nous avons à répondre à ce que je vous ai appris à articuler comme une demande du malade, une demande à quoi notre réponse donne sa signification exacte, une réponse dont il nous faut garder la discipline la plus sévère pour ne pas laisser s'adultérer le sens en somme profondément inconscient de cette demande. En parlant d'éthique de la psychanalyse, j'ai choisi un terme qui ne paraît pas choisi au hasard. Morale, aurais-je pu dire encore. Si j'ai choisi éthique, vous verrez pourquoi. Ce n'est pas par plaisir d'utiliser un terme plus rare, plus savant, mais en effet, commençons de remarquer ceci, qui rend en somme ce sujet éminemment accessible, voire tentant. Je crois qu'il n'y a personne qui n'ait pas tenté de traiter ce sujet d'une éthique de la psychanalyse. Il est impossible de méconnaître que nous baignons dans les problèmes moraux à proprement parler et que ce n'est pas moi qui ai créé ce terme. Notre expérience nous a conduit à approfondir plus qu'on ne l'avait jamais fait avant nous l'univers de la faute. C'est le terme qu'emploie, avec un adjectif en plus, notre collègue, l'univers morbide, dit-il, de la faute. C'est en effet sans doute sous cet aspect morbide que nous l'abordons au plus haut point. C'est qu'à la vérité, cet aspect est impossible à dissocier de l'univers de la faute lui-même comme tel. Ce lien de la faute à la morbidité est quelque chose qui n'a pas manqué de marquer de son sceau toute la réflexion morale à notre époque, au point que, je l'ai quelquefois indiqué ici en marge de mes propos, il est quelquefois singulier de voir à quel point, dans des milieux religieux même, je ne sais quel vertige semble saisir ceux qui s'occupent de la réflexion morale devant ce que leur offre notre expérience. Et combien il est frappant de les voir parfois comme céder à une espèce de tentation d'un optimisme qui paraît presque excessif, voire comique, et de penser que la réduction de la morbidité pourrait pointer vers une sorte de volatilisation du terme de la faute. En fait, ce à quoi nous avons affaire, c'est quelque chose qui ne s'appelle rien de moins que l'attrait
de la faute. Quand nous parlons du besoin de punition, c'est bien de quelque chose qui se trouve sur le chemin de ce besoin que nous désignons le terme. Et pour obtenir cette punition recherchée par une faute, nous ne sommes que reportés un peu plus loin vers je ne sais quelle faute plus obscure qui appelle cette punition. Qu'est-elle, cette faute? Assurément, elle n'est pas la même que celle que le malade, aux fins d'être puni ou de se punir, commet. Qu'est-ce que c'est que cette faute? Est-ce une faute comme le début de l'œuvre freudienne la désigne, le meurtre du père, ce grand mythe mis par Freud à l'origine de tout développement de la culture? Est-ce la faute plus obscure et plus originelle dont il arrive à poser le terme à la fin de son œuvre, l'instinct de mort, pour tout dire, pour autant que l'homme est, au plus profond de lui-même, ancré dans sa redoutable dialectique? C'est bien entre ces deux termes que se tend chez Freud une réflexion, un progrès que nous aurons à reprendre quand nous aurons à en mesurer les incidences exactes. À la vérité, ce n'est pas là tout, ni dans le domaine pratique, ni dans le domaine théorique, ce qui nous fait mettre en relief l'importance de la dimension éthique dans notre expérience et dans l'enseignement de Freud. Tout dans l'éthique n'est pas, comme on l'a fait remarquer à juste titre, uniquement lié au sentiment d'obligation. L'expérience morale comme telle, à savoir cette référence sanctionnelle qui met l'homme dans un certain rapport avec sa propre action, qui n'est pas simplement celui d'une loi articulée, mais aussi d'une direction, d'une tendance, et pour tout dire d'un bien qui l'appelle, engendrant un idéal de la conduite. Tout cela est quelque chose qui constitue aussi, à proprement parler, la dimension éthique. Et au-delà de ce qui est à proprement parler le commandement, de ce qui peut se présenter, on l'a dit, avec un sentiment d'obligation, sans doute d'ailleurs le fait que dans une certaine réflexion sur l'expérience morale, et je fais là précisément allusion à l'une d'entre elles, à celle de Frédéric Rowe, dont nous aurons à tenir compte comme à l'un des points de repère de cet exercice. Je crois nécessaire de situer la dimension de notre expérience par rapport à la réflexion de quelqu'un de ceux qui, à notre époque, ont tenté de faire progresser la réflexion moraliste. Sans doute cette mise au second plan d'un sentiment d'obligation, nous ne sommes certes pas de ceux qui iront volontiers dans ce sens. Parce que s'il y a quelque chose que l'analyse a pointé, c'est bien, au-delà du sentiment d'obligation à proprement parler, l'importance, l'omniprésence, dirions-nous, du sentiment de culpabilité, assurément dans certaines tendances internes de la réflexion éthique, est quelque chose qui tente en quelque sorte d'éluder ce faciès, appelons-le par son nom, désagréable de l'expérience morale. Nous ne sommes certes pas de ceux qui tentent de l'amortir, de l'émousser, de l'atténuer, parce que nous y sommes trop instamment reportés, référés par notre expérience quotidienne. Néanmoins, il reste que l'analyse, d'autre part, est l'expérience qui, au plus haut point, a remis en faveur la fonction féconde du désir comme telle, et au point même que l'on peut dire qu'en somme l'ensemble de l'articulation théorique qui est donnée par Freud de la genèse de la dimension morale n'est pas à prendre ailleurs, ne s'enracine pas ailleurs que dans le désir lui-même. C'est l'énergie du désir d'où se dégage la fonction, l'instance de ce qui se présentera au dernier terme de son élaboration comme censure. Ainsi, quelque chose est fermé dans un cercle qui pour nous a été imposé, déduit de ce qui est la caractéristique de notre expérience,
C'est à savoir que dans l'apparence, dans le donné de l'expérience, ce qu'on pourrait appeler l'affranchissement naturaliste du désir, soit quelque chose qui peut se présenter comme ayant été le but d'une certaine philosophie, de celle qui a précédé immédiatement celle dont nous allons voir qu'elle est la plus proche parente de l'aboutissement freudien, celle qui nous a été transmise au XIXe siècle. Nous verrons laquelle. Juste avant, nous avons la tentative au XVIIIe siècle de cet affranchissement naturaliste du désir, de cette réflexion qui est celle-là, pratique, qui est celle qu'on peut caractériser comme celle de l'homme du plaisir. L'affranchissement naturaliste du désir a échoué. Plus la théorie, plus l'œuvre de la critique sociale, plus le crible d'une expérience tendant à ramener à des fonctions précises dans l'ordre social l'obligation, a pu nous appeler à espérer relativer le caractère impératif, contrariant, pour tout dire conflictuel de l'expérience morale, plus dans le fait en réalité, nous avons vu s'accroître, si l'on peut dire, les incidences pathologiques au sens propre du terme de cette expérience. L'affranchissement naturaliste du désir a échoué dans le fait, historiquement, car nous ne nous trouvons pas devant un homme moins chargé de lois et de devoirs qu'avant la grande expérience critique de la pensée dite libertine. Et à la vérité, si, ne serait-ce que par rétrospection, nous sommes amenés à faire allusion à cette expérience de l'homme du plaisir, nous verrons, et nous y serons amenés par la voie d'un examen de ce que l'analyse a apporté dans la connaissance et la situation de l'expérience perverse, nous verrons vite qu'à la vérité, dans cette théorie morale de l'homme du plaisir, il était facile de voir tout ce qui devait la destiner à cet échec.